Hello Océane, comment tu vas? Trop bien. Hello à tous. Hello les stars. Océane, je suis trop contente de te retrouver. C'est notre deuxième session de podcast. Oui, Dans quatrième cette épisode de Be Empowered. quatrième épisode, dans cette nouvelle salle et surtout en cette période festive. Toi, je sais que tu adores le Nouvel An, Noël. Ouais, c'est ma période préférée. Introspection, c'est le moment où tu vois si tu as réussi à accomplir tout ce que tu t'étais dit Mm, pendant l'année, si tu as passé une bonne année niveau mental, etc. Franchement, meilleure période. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous êtes pour ou contre la période des fêtes où vous retrouvez votre famille. Nous, on est très friands. Et en tout cas, l'épisode d'aujourd'hui va parler de la confiance en soi. Ouh. C'est un épisode en fait qu'on voulait vraiment faire et qui est vraiment hyper important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours eu cette confiance en nous, on n'a pas toujours eu cette estime de nous, Océane. On a traversé beaucoup de choses dans nos vies qui ont fait qu'on en est là actuellement. Exactement. Euh, et l'idée, c'était vraiment de vous donner le maximum de clés pour que vous puissiez justement voir comment nous, on a pu traverser ces périodes-là et comment on a pu justement gagner confiance en nous au fur et à mesure. Amen. Et la confiance en soi, c'est quoi? Ouais. Alors d'abord, on va peut-être essayer de définir ce que c'est pour que tout le monde soit d'accord sur les termes qu'on utilise parce que, en fonction de la personne à qui tu parles, elle va te dire soit c'est l'estime de soi, soit c'est ceci, soit c'est cela. Donc officiellement, d'un point de vue psychologique, la confiance en soi, c'est quoi? C'est une confiance qui est basée sur deux dimensions qui sont complémentaires. C'est l'estime de soi d'un côté et le sentiment d'efficacité personnelle, le self-efficacy de Bandura. Alors c'est quoi exactement la partie estime de soi? C'est la partie, en fait, où tu vas définir ta valeur que tu t'accordes. Tu vas définir, en fait, la façon dont tu te respectes et la façon dont tu t'estimes réussir dans la vie. Et tu as l'autre partie, qui est la self-efficiency. En fait, c'est l'endroit où tu te poses la question de savoir est-ce que je suis en capacité de réussir cette tâche. Les deux sont distincts, mais ils sont aussi complémentaires et sont aussi mixés. Et c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui, tu as parfois l'impression d'avoir confiance en toi parce que tu as une estime de toi, tu te respectes, etc. Alors que tu te sens pas capable de devenir, je sais pas, mannequin ou de devenir CEO d'une putain d'entreprise parce que au final, t'es pas sûr de pouvoir accomplir cette tâche parce que t'as pas les armes pour toi. Et donc, ce qu'on se demandait avec Mathilde, c'est un peu d'où ça vient, comment on le construit, etc. Moi, comment je le résumerais? Mm. Tu as la confiance en soi et tu as vraiment l'estime de soi qui est ta valeur intrinsèque et la conscience de soi qui est est-ce que tu es en capacité de. Donc c'est vraiment ces deux éléments que tu relis, c'est ça? Et effectivement. On n'a pas toujours eu confiance en nous, on n'a pas toujours eu cette estime de nous, euh, notamment il y a 12 ans, où c'est vrai que Plus de 12 ans, Mathilde. tu... Plus de 12 ans. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais si tu veux, quand on s'est connus, Océane, c'est vrai que tu regardais pas les gens dans les yeux. Ouais. Est-ce que déjà t'estimais que c'était de l'estime de soi, c'était la conscience de soi, c'était le regroupement? Ça, c'est ma première question. Ouais. Et je pense que ma deuxième question, c'est aujourd'hui, te connaissant, 12 ou 13 ans, 14 ans plus tard, t'es une femme hyper successful, t'as confiance en toi, t'as une haute estime de toi et t'as raison de l'avoir. Comment t'as fait pour faire tout ce chemin-là, tu vois? Alors, je pense que je suis passée un peu du jour et la nuit. Déjà, donc, je reviens toujours à mon propos de base, donc cette définition qu'on vous a citée juste avant, c'est que cette définition, elle se paramètre dans l'enfance. Et dans l'enfance, par exemple, l'estime de toi, c'est souvent ton rapport que tu vas avoir avec tes Mhm. parents, enfin, la façon dont tu as été care dans ton enfance qui va faire que, oui, ok, je suis assez fière de moi, je connais ma valeur, j'ai confiance en moi. Mhm. Et tu as aussi la partie donc, dont je parlais, la self-efficiency, Mhm. où en fait la question c'est plutôt la performance. En fait, tu te définis par rapport à ce que tu réalises. Ça veut dire que moi, je me suis définie comme ça quand j'étais enfant, c'est-à-dire que mes actions, mes bonnes notes à l'école, c'est ce qui faisait que j'avais confiance en moi. Enfin, que Mhm. je pensais avoir confiance en moi, parce que je Mhm. l'avais pas vraiment finalement. J'avais qu'une seule partie. Et ce qui faisait qu'il suffisait d'avoir un raté et tout s'effondrait. Je remettais en cause totalement, tout mon monde s'effondrait, j'avais plus cette confiance en moi qui était totalement fausse et qui au final était tellement fausse que comme tu le dis, j'arrivais même pas à regarder les gens dans les yeux parce que j'avais peur qu'ils voient qu'au fond je ne suis pas capable dans mon entièreté. Mhm. Pourtant sur chacune des tâches je suis consciente que je peux les accomplir et c'est totalement paradoxal je pense. Je sais pas si toi aussi tu as eu des traumas comme ça un peu dans l'enfance. Alors moi, si je fais vraiment le distinguo entre les deux, Ouais. c'est vrai que pour l'estime de soi, j'ai toujours une haute estime de moi, tout simplement parce que tu le sais, j'ai eu un début de parcours de vie assez compliqué à vivre et mes parents m'ont couvée et couverte
d'amour, de bienveillance. Et donc, en fait, effectivement, je me suis construite avec beaucoup de bienveillance. Donc, ça fait que j'ai toujours eu une haute estime de moi-même parce que ça a été transmis dans le cadre de mon éducation. En revanche, c'est vrai que ce qu'on va appeler le Efficiency. self-efficiency, la confiance en soi, mais on s'entend. Ouais. C'était pareil que toi, finalement. Il y a toujours eu des injonctions, soit parentales, soit sociétales, du il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ce qui fait que dès que tu sortais un peu du cadre, t'avais l'impression que c'était pas la bonne chose et que comme t'as toujours eu ce cadre-là, on en a parlé dans notre premier épisode, avec la construction de nos standards, dès que tu sortais des standards, t'avais l'impression de pas faire la bonne chose. Et donc, tu ne sortais pas de ta zone de confort. Et comme tu ne sortais pas de ta zone de confort, c'est comme si tu étais dans une prison dorée avec des croyances limitantes qui ne te permettaient pas justement d'avoir confiance en toi pour faire beaucoup plus. Tu vois ? Donc, typiquement, je te donne un exemple. Quand j'ai commencé dans la vie active, forcément... Anecdote. Anecdote. Non, là, c'est... Quand j'ai commencé dans la vie active, forcément, il fallait que j'aille voir des clients. J'ai toujours été commerciale, toujours dans l'IT. Je me sentais pas capable au début d'aller voir un client seule en tant que jeune femme de 24 ans. Souvent, j'allais voir des DSI. Les DSI, c'est des hommes qui ont réussi, qui ont un haut poste hiérarchiquement parlant, donc qui sont typiquement, en général, âgés. Je me sentais pas capable d'aller les voir et vraiment de leur pitcher avec beaucoup de confiance ma solution, tu vois. Et ça, je pense que c'est un mix de... au global, c'est vraiment de la confiance en soi. Et si tu veux, j'avais tellement peur que j'en avais mal au ventre à chaque fois que j'allais, tu vois. Mais tu vois, cette discussion me permet de me rendre compte à quel point, en fait, justement, pourquoi notre amitié elle est aussi solide, c'est parce qu'on est hyper complémentaires. Comme je te disais, moi, tout à l'heure, moi, c'est la partie performance, la partie, sentiment de performance que j'ai, où j'avais pas mon estime de moi, alors que toi, tu avais ton estime de toi, mais la performance... Donc, tu vois, je trouve ça trop cool et ça me fait penser, ça m'amène à un point qui vraiment aussi, en fait, je pense que la confiance aussi en soi, elle se nourrit de ton entourage. Mais ton entourage dès l'enfance, hein. Si tu peux revenir aussi un peu encore sur ton parcours, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant, parce que comme tu dis, tu étais assez couvée, mais en même temps, du coup, sur les injonctions de la vie, finalement, dans tes performances, tu te sentais pas encore à l'aise. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Toi, comment tu le vois, ce point sur l'entourage ? En fait, l'entourage, il est hyper important. Si tu veux, tu peux être la meilleure des personnes et avoir un entourage ou un écosystème anxiogène et ça va faire que tu vas perdre et estime de toi et confiance en toi. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de ma première expérience où, si tu veux, j'ai été dans un écosystème avec un management assez toxique, si tu veux, et j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu mon estime de moi. J'ai vraiment... en fait, j'ai vécu du harcèlement moral, hein, concrètement, au travail. C'est des choses qui arrivent. J'avais 28 ans, hein, donc si tu veux... Un point que j'aimerais quand même rajouter, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose de constant. Ça va, ça vient, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et c'est un travail, c'est comme un muscle, en fait. Il faut que tu le muscles, et à la fin, tu vas enfin réussir à atteindre, si tu veux, le paroxysme de la meilleure version que tu peux être, tu vois. Et pour revenir sur l'histoire... honnêtement, j'étais pratiquement partie en dépression. Enfin, que ce soit clair, j'étais complètement parano. Pour écrire ne serait-ce qu'un mail, j'appelais ma mère. Et merci maman d'avoir été là pour moi, parce que je sais que tu vas nous écouter. Mais j'ai tellement passé des heures au téléphone avec elle pour qu'elle me rassure. Et surtout pour être en capacité de faire. Et honnêtement, cet épisode, ça m'a vraiment mis un gros coup où je me suis dit, ah oui, d'accord, on n'est pas invincible. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler au fur et à mesure. Je vois. Donc, après, l'idée, et on en parlera, je pense, dans la suite du podcast, c'est comment, après un harcèlement moral, comment, après une dépression, tu peux t'en sortir et tu peux arriver à un niveau de confiance assez haut aujourd'hui, et un niveau d'estime de soi assez haut pour pouvoir en parler, là, comme on en parle aujourd'hui, tu vois. Et derrière, pouvoir te dire, OK, j'ai vécu ça, ça m'a rendue forte, maintenant... il faut aller de l'avant, et comment tu vas aller de l'avant. Je suis totalement d'accord, ouais. Je sais pas si toi, tu as déjà eu justement, tu vois, ces moments où ton estime de toi et ta confiance en toi, elle s'effondre en fait. Et dans ces moments-là, comment dire ?
Comment je réagis? Comment tu réagis et surtout, comment tu fais pour t'en sortir derrière? Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, ma confiance en moi, à l'origine, elle est surtout sur mes performances. Tant que je réussis, j'ai confiance en moi. Mhm, À partir du moment où j'échoue, je n'ai plus confiance. Donc, c'est mhm, pas une vraie confiance. mhm. Et il se trouve que les fois où j'ai échoué, c'était, par exemple, j'ai redoublé ma deuxième année de droit. Et pour moi, ça a été la fin du monde. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'est pas quelque chose de fou, hein, mais j'ai eu vraiment l'impression que le monde, il allait s'arrêter. Je n'osais même pas dire à mes parents que j'avais redoublé. Je me sentais C'est vrai? vraiment ouais, minable de ouf. Et je me comprenais pas en fait à quel moment, en fait, j'avais raté. Mhm, Enfin, qu'est-ce que j'avais pas correctement mhm, accompli et pourquoi du coup, enfin, j'étais plus cette personne avec de la valeur, comme si ma valeur dépendait de mes actes, alors que les actes, c'est normal de réussir et c'est aussi normal mhm, d'échouer. Un acte ne définit pas ta valeur et c'est bien là mhm, le problème. Et donc j'ai pris vraiment plus d'une année, je pense, mhm, à vraiment essayer de retrouver une confiance en moi. Et mhm. encore, quand je te dis que je l'ai retrouvée, on en parlera de toute façon dans la deuxième partie du podcast, comment on réussit à avoir confiance en soi. Mais c'est que là encore, j'étais dans l'erreur, puisque la confiance, je la cherchais encore au travers de mes actes, en me disant que si finalement je réussis à être dans les 15 premiers, si finalement je fais ça, etc., j'aurai Mhm. confiance en moi. Mais en fait, on peut longtemps chercher plein d'actes qui vont pouvoir te donner cette valeur intrinsèque, mais si tu n'apprends pas à aimer, si tu n'apprends pas à gérer tes sentiments, à Mhm. gérer l'affection que tu peux avoir pour toi-même, bah, tu n'avances pas. Et malheureusement, je suis longtemps restée bloquée dans dans ce cycle un peu infernal, jusqu'à ce que je commence à être plus dans l'introspection, à comprendre plus ce que ça signifie en fait d'avoir confiance en soi, plus à exprimer dans la mesure du possible mes sentiments, plus être dans ce genre de parcours et où juste par exemple assumer aussi ce que j'étais, assumer par exemple que j'étais ambitieuse. Je trouve ça dingue que par exemple on ait les mêmes ambitions, Mhm. qu'on soit du coup meilleure amie depuis une dizaine d'années Mhm. et que on ait pris tant de temps pour s'avouer ensemble qu'on rêvait des mêmes choses et qu'on avait les mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire que pendant toutes ces années, de quoi on a parlé, tu vois, pendant toute cette construction de confiance en soi, on n'a pas été tant honnête avec nous parce qu'on se connaissait, enfin, on avait Mhm. peur de montrer en entièreté comment on se sentait. Et ça m'amène à un point. Bon, je sais pas comment l'introduire, donc je vais y aller comme ça. Je sais dont Mathilde voulait parler et que j'ai envie qu'elle nous en dise quelques mots. Dis-moi. C'est le syndrome de l'imposteur. Ah bah, ça touche, je pense, beaucoup de femmes. Ouais. Parce qu'on en a déjà parlé avec beaucoup. Et le syndrome de l'imposteur, c'est un mix entre ta capacité à faire et ton estime de toi. Parce qu'en fait, pourquoi tu as ce syndrome-là de l'imposteur? Parce que tu te sens pas légitime de faire X ou Y action. Et ce syndrome de l'imposteur, il est hyper dur à enlever et c'est tout simplement hein, après concrètement l'épisode un peu de harcèlement moral, dépression que j'avais. Mais alors là, le syndrome de l'imposteur, mais je l'avais à mort. Enfin, je me disais, mais je remettais en question toute ma personne. Mhm. T'imagines pas, je me disais, mais je suis pas capable de le faire, je me sens nulle. Et tu sais, à cette époque-là, en plus, j'étais en train de passer mon permis, je l'avais raté pour la énième fois. Enfin, tu sais, c'était vraiment un Comme enchaînement plein de gens. à Paris. À Paris, ouais, À Paris, à c'est Paris. compliqué. C'est plus compliqué qu'en province, pour ma défense. Mais je l'ai raté aussi en province. C'est ça le problème. Enfin bref. Mais si tu veux, je me sentais tellement rabaissée. Et en fait, quand j'ai démarré, parce que j'ai eu cette activité-là, Mhm. j'ai eu cet épisode d'harcèlement moral, donc petite dépression, et ensuite j'ai changé de travail. De toute façon, à partir du moment où vous commencez à devenir parano, où vous commencez à vous sentir minimisé, dévalorisé, manque de reconnaissance, vous n'êtes pas dans un environnement euh, qui va vous permettre de fleurir. En fait, vous êtes dans un environnement toxique, donc faut partir. Euh, mais après cet événement, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, je l'avais toujours. Enfin, pour te relever d'un harcèlement moral, c'est compliqué parce que J'imagine. il faut travailler les deux. Il faut travailler aussi à la fois les actions, donc Mhm. la confiance en soi, et aussi l'estime de soi. Donc, comment tu fais pour justement travailler au fur et à mesure ces deux éléments. Et encore une fois, hein, c'est comme Rome, ça s'est pas construit en un jour. Donc, ça prend du temps et c'est au fur et à mesure que tu vas justement aller de l'avant. Et donc, effectivement, le syndrome de l'imposteur, derrière ça, tu as la peur de l'échec, tu as le regard des autres, le jugement des autres. Et en fait,
tu te dis, mais à quel moment, et quand tu fais une introspection sur l'intégralité, tu vois, de ton parcours, l'intégralité de ta vie, tu dis, mais à quel moment j'ai arrêté d'être fière de moi? À quel moment j'ai arrêté de penser que mon regard était plus important que le regard des autres? Et c'est ça, tu vois, toutes les personnes aujourd'hui qui plus largement que le syndrome de l'imposteur, mais qui ont très peu d'estime d'elles-mêmes, tu vois, elles vont se comparer, elles vont chercher de la validation, elles vont... Et en fait, la seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi, c'est personne d'autre. Et je pense que ça, il faut vraiment que les gens en aient conscience. Je suis totalement d'accord avec toi. À quel moment on a perdu cette fierté dans notre parcours de vie, tu vois? Alors moi, je pense que c'est aussi quelque chose de générationnel. On est une génération qui avons... on est entre cette génération qui a eu la possibilité, qui a eu cette ouverture, qui a eu beaucoup de wokisme, qui a vraiment vu plein de choses. C'est vrai. Et cette génération qui était hyper fermée. Et nous, en tant que femmes racisées, je pense qu'on a eu peu de modèles. Donc déjà, pour ta confiance en toi, tu sais, dans ta confiance en toi, quand elle est un peu, quand il y a des fails, quand il y a des breaches, et ben c'est souvent parce que t'as pas de modèle, tu sais pas à qui ressembler. Enfin, t'as du mal à te valoriser dans la société. Et je pense que nous, on a pris plus de temps que les autres pour arriver à un niveau qu'on va considérer comme normal. Parce qu'il a fallu trouver nos modèles. Moi, je sais pas pour toi. Moi, je pense que... enfin, c'est bête, hein. Mais par exemple, ma première Barbie noire, je l'ai eue à 10 ans. Il fallait que ma marraine, elle me l'emmène des États-Unis pour que je puisse en avoir un. Mes premiers modèles, c'était des femmes qui dansaient dans des clips, tu vois. Genre, j'étais perdue entre ça d'un côté. De 50 Cent, je te jure. Et les injonctions de la société, ou ma mère qui me mettait la pression pour que moi, en tant que femme noire racisée, j'aille très loin dans mes études parce que sinon, je n'avais pas de valeur. Tu vois, encore une fois, on est toujours sur ça. C'est si tu n'arrives pas à accomplir cette action-là, tu n'as pas de valeur. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de valeur. Et on oublie en fait de donner ta valeur pour toi-même en tant que personne, en dehors du fait que tu sois une femme, que tu sois noire, que tu sois chinoise, tout ce que tu veux. Et ça, je trouve que c'est un peu compliqué et c'est une grosse pression qu'on a sur les épaules. Et ce qui, je pense que en plus de ce que tu as vécu toi personnellement, je pense que la plupart des femmes aussi ont ce syndrome et encore plus quand tu es racisée. Moi, je suis donc du coup carteronne, donc c'est 3e degré, je suis en dessous de métis, donc j'ai moins eu ce sentiment d'être... de pas avoir d'exemple, parce qu'en fait, si tu veux, il y en avait quand même. Mais c'est vrai que je me souviens au lycée ou même au collège, où en fait, c'était la femme très mince, blonde aux yeux bleus, c'était ça le modèle, tu vois. Mais je pense que j'ai, de par ma couleur qui est plus claire que la tienne, eu moins ce paradigme, tu vois. Oui, mais c'est sûr. Mais en même temps, je me pose la question parce que, tu vois, récemment, j'étais au Maroc avec 3 copines. Toutes entrepreneuses, toutes très singulières, toutes très belles, tu vois, c'est des femmes qui ont toutes réussi. Et je leur ai posé une question toute bête. Je leur ai dit, ton package, donc en mêlant physique, personnalité, mentalité, je fais ton package, tu le mets à combien? Tu vois? Aucune. Vraiment aucune. C'est la fameuse question que tu m'as posée quand tu es revenue, là? Exactement. Okay. Et j'avais besoin de te la poser pour savoir où tu te situais. Aucune des 3 ne s'est mis 20 sur 20. Et en fait, si toi-même, tu peux pas te mettre un 20 sur 20, personne le fera. Et donc, c'est hyper important. Et c'est pas pour paraître prétentieuse ni rien, mais c'est hyper important de se valoriser. Et bon, là, j'ai parlé de package, tu peux parler d'autres choses. Package Océane, package Mathilde, enfin, je l'ai mis en mode commercialisation. Mais si tu veux, faut vraiment que tu te dises que ton package, aussi bien qui englobe toute ta personnalité, qui englobe tout ton physique et qui englobe toute ta conscience de toi, s'il n'est pas à 20, mais taf. Enfin, vois comment tu peux l'augmenter, vois comment tu peux être un 20 sur 20, parce que si même pour toi, tu n'es pas un 20 sur 20, comment tu vas être un 20 sur 20 pour les autres? Tu vois, et c'est hyper important. Et pour le coup, là, on parlait de femmes racisées. Les 3 sont alors, pas toutes françaises, mais sont blanches, tu vois. Et elles ont aussi ce problème d'estime d'elles. Donc, je pense que nous, c'est effectivement, ça a joué, notamment pour toi dans ta construction. Alors, je tiens à nuancer. Ouais, ça n'a pas joué, il ne faut pas penser que c'est la base de ma construction. Non, c'est un point
sur 1000. Mhm. Donc ça veut dire que c'est un pourcentage. Autant une personne, je sais pas, qui a une bosse sur le nez me dira je me suis pas sentie représentée parce que j'avais une bosse sur le nez. Oui. Ça ne définit pas l'entièreté. Non, Et bien c'est sûr. pas parce qu'en Mhm. fait il suffit pas d'avoir ce point-là pour se sentir comme ça. Mhm. Je pense que ça concerne toutes les femmes, mais chacun a ses facteurs qui vont influencer en fait ce manque de confiance en soi. C'est vrai. Ça peut être ton manque de poitrine parce que c'était à la mode d'avoir plus de poitrine. Ça peut être justement tes kilos en trop pour la société. Ça peut être, ça peut être tellement en fait d'injonctions en fait qu'on nous a mises. Et c'était plus en fait, je pense que ça c'est le point, c'était de se dire qu'aujourd'hui en fait les femmes ont tellement d'injonctions que leur confiance en elles peut être ébréchée ou elles peuvent avoir le syndrome de l'imposteur parce que on leur a dit que leur place n'était pas là, que leur place était dans la cuisine. C'est la pire injonction, celle-ci, je te jure. Donc, rien que exemple tout bête, quand tu regardes les commentaires qu'on a sur TikTok sous tes vidéos, on sait très bien que si c'était un homme qui avait fait les mêmes vidéos, ça n'aurait pas été les mêmes problématiques. Non, c'est sûr. Ça n'aurait pas été les mêmes problèmes en fait qu'on aurait pu voir apparaître. Ah, c'est certain. Mais éduquez vos fils. Et c'est vrai. Là, aucun rapport sur le podcast, mais tu as bien vu la polémique il faut faire à Paris un wagon pour les femmes, un wagon pour les hommes. Ah oui. Mais c'est pas ça le problème, Non. c'est l'éducation des fils en fait. On ne devrait pas justement avoir à faire de wagons séparés. Ça, c'est un problème, je pense que c'est un problème mondial, c'est d'agir sur le moyen terme ou sur le court terme au lieu de le faire pour le long terme. Les gens ont du mal. Mais bon, soit. Ok, top. Merci Mathilde, merci chères auditrices et auditeurs. C'était la première partie de notre premier épisode sur la confiance en soi. On se retrouve dans 2 semaines pour le second. N'hésitez pas à vous abonner, on est sur TikTok, Spotify bientôt, Instagram, YouTube. Et surtout, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde de manière beaucoup plus précise, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Le but, c'est vraiment qu'on soit dans une safe place et qu'on puisse en parler entre filles ou même entre garçons, parce qu'on est inclusive, on accepte tout le monde. Au revoir les stars. Bye. Bye.